Sigmund Freud et Jean-Paul Sartre représentent deux figures majeures de la pensée du XXe siècle, chacun proposant une vision radicalement différente de la nature humaine. Sigmund Freud, né en 1856 à Vienne, révolutionne notre compréhension de l'esprit humain en développant la psychanalyse. Il propose que nos comportements sont largement déterminés par des forces inconscientes. Jean-Paul Sartre, né en 1905 à Paris, développe l'existentialisme français. Il affirme au contraire que l'être humain est fondamentalement libre et entièrement responsable de ses choix. Cette opposition fondamentale soulève une question cruciale. L'être humain est-il déterminé par des forces qui lui échappent ou possède-t-il une liberté absolue de choix? Ce débat traverse toute la philosophie moderne et influence profondément notre compréhension de la responsabilité, de la morale et du sens de l'existence humaine. Notre exploration se déroulera en 3 temps. D'abord, nous examinerons en détail les concepts fondamentaux de Freud: l'inconscient, les mécanismes de défense et le déterminisme psychique. Ensuite, nous découvrirons la philosophie existentialiste de Sartre, sa conception de la liberté absolue, la notion de mauvaise foi et l'angoisse existentielle. Enfin, nous comparerons ces deux approches en analysant leurs implications sur des questions fondamentales: le rôle de l'enfance, l'influence de la société, la notion de responsabilité et leurs applications pratiques dans notre vie quotidienne. Cette analyse nous permettra de mieux comprendre ces deux visions de l'humain et d'évaluer leur pertinence pour notre époque contemporaine. Les mécanismes de défense constituent l'un des concepts les plus importants de la théorie psychanalytique freudienne. Ils représentent des stratégies inconscientes que notre psychisme développe pour nous protéger. Les mécanismes de défense sont des stratégies inconscientes que notre moi utilise pour nous protéger de l'anxiété et des conflits psychiques internes. Ils opèrent automatiquement sans que nous en ayons conscience. Freud a identifié plusieurs mécanismes de défense. Nous allons examiner 4 des plus importants: le refoulement, la projection, la sublimation et la rationalisation. Le refoulement est le mécanisme de défense le plus fondamental selon Freud. Il consiste à exclure de la conscience des pensées, des souvenirs ou des désirs qui génèrent de l'anxiété en les repoussant vers l'inconscient. La projection consiste à attribuer à d'autres personnes nos propres sentiments, désirs ou défauts que nous trouvons inacceptables en nous-mêmes. C'est une façon de se débarrasser de ce qui nous dérange. La sublimation est considérée comme le mécanisme de défense le plus mature. Elle permet de transformer des impulsions potentiellement destructrices en activités créatives et socialement acceptables. La rationalisation consiste à donner des explications logiques et acceptables à des comportements ou des sentiments qui ont en réalité des motivations irrationnelles ou inacceptables. Ces mécanismes de défense influencent profondément nos actions et nos relations, souvent sans que nous en ayons conscience. Ils façonnent notre perception de la réalité et nos interactions avec autrui. L'aspect le plus troublant de ces mécanismes est que nous ne sommes généralement pas conscients de leur fonctionnement. Ils opèrent automatiquement pour protéger notre équilibre psychique, mais peuvent aussi nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est. La mauvaise foi est l'un des concepts les plus importants de la philosophie existentialiste de Jean-Paul Sartre. Elle représente une forme particulière d'auto-tromperie par laquelle nous tentons d'échapper à notre liberté fondamentale. Sartre définit la mauvaise foi comme une forme d'auto-tromperie par laquelle nous essayons d'échapper à notre liberté et à notre responsabilité. C'est un mécanisme psychologique par lequel nous nous mentons à nous-mêmes. Nous pouvons visualiser la mauvaise foi comme un masque que nous portons pour nous cacher la vérité de notre condition. Ce masque nous permet de nier notre liberté fondamentale et d'éviter l'angoisse qui accompagne nos choix. Le premier exemple de mauvaise foi consiste à se cacher derrière des rôles sociaux. Une personne peut dire « je ne peux pas changer, c'est mon travail » pour éviter de reconnaître qu'elle a le choix de ses actions et de ses valeurs. Le deuxième exemple consiste à invoquer des déterminismes pour justifier nos actions. Dire « je suis comme ça à cause de mon passé
est une forme de mauvaise foi qui nie notre capacité à nous transformer et à choisir notre avenir. Les conséquences de la mauvaise foi sont profondes. Elle nous empêche de vivre une vie authentique et pleinement assumée. Elle nous maintient dans l'illusion et nous prive de notre liberté véritable, nous condamnant à une existence inauthentique. Pour Sartre, reconnaître la mauvaise foi est le premier pas vers une existence authentique et libre. C'est seulement en acceptant pleinement notre liberté et notre responsabilité que nous pouvons vivre de manière authentique. Nous abordons maintenant la comparaison fondamentale entre Freud et Sartre sur la question du déterminisme et de la liberté. Cette opposition révèle deux visions radicalement différentes de la nature humaine. Pour Freud, l'être humain est fondamentalement déterminé. L'inconscient, siège des pulsions refoulées, exerce une influence déterminante sur nos pensées et nos actions. Le passé, particulièrement l'enfance, façonne notre personnalité de manière quasi inéluctable. À l'opposé, Sartre défend une vision de liberté absolue. Pour lui, l'existence précède l'essence. Nous existons d'abord, puis nous nous définissons par nos choix. L'homme est condamné à être libre et porte l'entière responsabilité de ce qu'il devient. Cette opposition révèle deux anthropologies philosophiques incompatibles. Freud voit l'homme comme un être déterminé par des forces inconscientes, tandis que Sartre le conçoit comme un être libre et responsable de son destin. Au cœur de cette opposition se trouve une question fondamentale. La nature humaine est-elle déterminée par des forces qui nous échappent, ou sommes-nous fondamentalement libres de nous créer nous-mêmes? Cette divergence influence toute leur conception de la psychologie et de l'éthique. Ces deux visions semblent irréconciliables. Soit nous sommes déterminés par notre inconscient et notre histoire, soit nous sommes libres et responsables. Cette tension traverse toute la philosophie moderne et continue d'alimenter les débats contemporains sur la nature humaine. Nous examinons maintenant comment Freud et Sartre conçoivent différemment l'influence de la société sur l'individu. Cette question révèle des divergences fondamentales entre leurs philosophies respectives. La société exerce une influence constante sur chaque individu, mais Freud et Sartre interprètent cette influence de manière radicalement différente. Comparons les deux perspectives. D'un côté Freud, de l'autre Sartre, chacun avec sa vision unique de l'influence sociale. Pour Freud, la société exerce une pression contraignante sur l'individu à travers le surmoi. Cette instance psychique intériorise les normes sociales et réprime les pulsions naturelles de l'individu. Cette pression sociale se manifeste par la répression des pulsions. L'individu doit refouler ses désirs naturels pour se conformer aux exigences de la civilisation. Selon Freud, cette répression est nécessaire, mais génère des tensions psychiques. L'individu est en conflit permanent entre ses désirs et les exigences sociales. Sartre adopte une perspective radicalement différente. Pour lui, la société offre certes des possibilités et des contraintes, mais l'individu reste fondamentalement libre de choisir sa réponse. La société présente des possibilités et des contraintes, mais ces éléments ne déterminent pas nos actions. Nous choisissons activement notre réponse à la situation sociale. Pour Sartre, nous sommes condamnés à être libres. Même face aux pressions sociales les plus fortes, nous conservons notre capacité de choisir notre attitude et notre réponse. Cette opposition fondamentale révèle deux conceptions de la nature humaine. Freud voit l'individu comme déterminé par les forces sociales intériorisées, tandis que Sartre maintient la primauté absolue de la liberté individuelle. Ces perspectives différentes ont des implications profondes pour comprendre la responsabilité individuelle, l'éducation et la possibilité de changement social. La question de la responsabilité humaine constitue l'un des points de divergence les plus fondamentaux entre la psychanalyse freudienne et l'existentialisme sartrien. D'un côté, Freud propose une vision où la responsabilité humaine est considérablement atténuée par l'influence de l'inconscient. De l'autre, Sartre défend une conception de la responsabilité totale et inaliénable. Pour Freud, l'être humain n'est pas entièrement maître de ses actes. L'inconscient, avec ses pulsions refoulées et ses mécanismes de défense, exerce une influence déterminante sur nos comportements. Comme le disait Freud,
Nous ne sommes pas maîtres dans notre propre maison psychique. Cette perspective implique que notre responsabilité est limitée par des forces inconscientes qui échappent à notre contrôle. À l'opposé, Sartre affirme que l'être humain est condamné à être libre et donc entièrement responsable de ses actes. Il n'existe aucune excuse, aucun déterminisme qui puisse atténuer cette responsabilité. Pour Sartre, nous sommes responsables non seulement de nos actions, mais aussi de nos inactions. Chaque choix, même celui de ne pas choisir, engage notre responsabilité totale. Ces conceptions opposées de la responsabilité ont des implications profondes pour la compréhension de l'action humaine et de la culpabilité. D'un côté, la perspective freudienne permet une compréhension plus nuancée de la culpabilité et ouvre la voie à une thérapie basée sur la prise de conscience des mécanismes inconscients. De l'autre côté, la perspective sartrienne exige un engagement total de l'individu et refuse toute excuse ou justification basée sur des déterminismes externes. Cette opposition fondamentale entre déterminisme psychique et liberté absolue continue d'alimenter les débats contemporains sur la nature de la responsabilité humaine et les fondements de l'éthique. La théorie freudienne, malgré son influence considérable, fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa création. Examinons les principales objections formulées par la communauté scientifique et philosophique. La première critique majeure concerne le manque de preuves empiriques. Les concepts freudiens, comme l'inconscient, le ça, le moi et le surmoi, ne peuvent pas être observés directement ou mesurés de manière objective. Par exemple, comment peut-on prouver scientifiquement l'existence du complexe d'Oedipe ou vérifier que les rêves sont réellement l'accomplissement de désirs refoulés? Ces théories reposent principalement sur l'interprétation subjective. La deuxième critique fondamentale porte sur le caractère non falsifiable des hypothèses freudiennes. Selon Karl Popper, une théorie scientifique doit pouvoir être réfutée par l'expérience. Selon Popper, si une théorie peut expliquer tous les phénomènes possibles, elle n'explique en réalité rien. La psychanalyse semble tomber dans ce piège en proposant des interprétations pour toute situation. La troisième critique majeure concerne les biais sexistes et patriarcaux présents dans la théorie freudienne. Ces biais reflètent les préjugés de l'époque victorienne et posent des problèmes éthiques importants. Par exemple, Freud considérait que les femmes avaient un développement moral inférieur et étaient naturellement passives. Ces idées sont aujourd'hui reconnues comme des préjugés culturels plutôt que des vérités psychologiques. Ces critiques ont-elles pour autant invalidé complètement la théorie freudienne? La réponse est nuancée. Bien que ces objections soient fondées, certains aspects de la psychanalyse conservent une pertinence clinique. La psychanalyse moderne a évolué pour intégrer ces critiques. Les praticiens contemporains adoptent des approches plus empiriques, tout en conservant certains insights freudiens sur l'importance de l'inconscient et des processus psychodynamiques. Ainsi, bien que les critiques de la théorie freudienne soient largement justifiées, elles ont contribué à faire évoluer la discipline vers des pratiques plus rigoureuses et scientifiquement fondées. L'existentialisme de Sartre, malgré son influence considérable, a fait l'objet de nombreuses critiques depuis sa formulation. Examinons les principales objections formulées à l'encontre de cette philosophie. Trois critiques majeures sont régulièrement adressées à l'existentialisme sartrien. Premièrement, l'accusation d'individualisme excessif. Deuxièmement, le reproche de pessimisme. Troisièmement, le manque supposé de fondement moral. La première critique concerne l'individualisme excessif. Les détracteurs de Sartre affirment que sa philosophie de la liberté absolue conduit à un égoïsme destructeur, négligeant les liens sociaux et la responsabilité collective. Cependant, cette critique mérite d'être nuancée. Sartre n'ignore pas la dimension sociale de l'existence humaine. Sa notion de situation reconnaît que nous sommes toujours en relation avec autrui et que notre liberté s'exerce dans un contexte social donné. La deuxième critique majeure porte sur le pessimisme supposé de l'existentialisme sartrien. Les critiques dénoncent une vision sombre de l'existence humaine, marquée par l'angoisse, l'absurdité et le désespoir. Sartre lui-même a rejeté cette accusation de pessimisme. Pour lui, reconnaître l'angoisse et l'absurdité n'est pas pessimiste, mais réaliste.
C'est précisément parce que l'existence précède l'essence que l'homme peut créer ses propres valeurs et donner un sens à sa vie. La troisième critique concerne l'absence supposée de fondement moral dans l'existentialisme sartrien. Les détracteurs affirment que si l'homme crée ses propres valeurs, alors tout devient permis, conduisant au relativisme moral. Sartre répond que la liberté de choisir ses valeurs ne conduit pas au relativisme, mais à une responsabilité accrue. En choisissant pour soi, on choisit pour l'humanité entière, car on affirme que ce choix est valable pour tous. L'évaluation de ces critiques révèle leur complexité. Si certaines objections touchent des points sensibles de la philosophie sartrienne, elles témoignent aussi d'une incompréhension partielle de ses nuances. L'influence de ces critiques a néanmoins marqué la réception de l'existentialisme. Nous abordons maintenant l'une des questions les plus profondes de l'existence humaine. Comment Freud et Sartre conçoivent-ils la mort et l'absurdité de notre condition? Pour Freud, la mort représente l'angoisse primordiale de l'être humain. Il conceptualise cette relation à travers l'opposition entre Thanatos, la pulsion de mort, et Eros, la pulsion de vie. Freud identifie plusieurs mécanismes par lesquels l'inconscient gère cette angoisse existentielle. La pulsion de mort s'oppose constamment à notre désir de vivre, créant une tension psychique fondamentale. Sartre aborde l'absurdité de l'existence d'une manière radicalement différente. Pour lui, l'absurde n'est pas quelque chose à éviter ou à nier, mais la condition même de notre liberté. L'existence précède l'essence. Cette formule célèbre signifie que nous existons d'abord, sans but prédéterminé, et c'est à nous de créer notre propre signification à travers nos choix et nos actions. La comparaison entre Freud et Sartre révèle deux philosophies radicalement opposées face à la mort et à l'absurdité de l'existence. Freud voit dans la mort un trauma fondamental que l'inconscient cherche à éviter par divers mécanismes de défense. Sartre, au contraire, considère l'absurde comme la condition même de notre liberté authentique. Ces deux approches, bien qu'opposées, offrent chacune une réponse profonde à la question existentielle fondamentale. Comment vivre en sachant que nous mourrons et que l'existence peut sembler dénuée de sens? Freud nous invite à comprendre nos mécanismes inconscients face à la mort, tandis que Sartre nous appelle à embrasser notre liberté de créer du sens malgré l'absurdité apparente de notre condition. L'influence de Jean-Paul Sartre sur la pensée moderne dépasse largement le cadre de la philosophie académique. Son existentialisme a profondément marqué les mouvements sociaux, la littérature engagée et notre conception contemporaine de la liberté et de la responsabilité. L'impact de Sartre sur les mouvements sociaux du XXe siècle est considérable. Sa philosophie de l'engagement et de la responsabilité individuelle a inspiré de nombreuses luttes pour la justice sociale. Mais 1968 en France illustre parfaitement cette influence. Les étudiants et ouvriers en révolte ont puisé dans les concepts sartriens de liberté absolue et de refus de l'aliénation pour justifier leur contestation de l'ordre établi. Aux États-Unis, le mouvement des droits civiques s'est également nourri de la pensée sartrienne. L'idée que chaque individu est responsable de ses choix et doit s'engager contre l'injustice a résonné avec les leaders comme Martin Luther King Jr. Le mouvement féministe a trouvé dans l'existentialisme sartrien, notamment à travers Simone de Beauvoir, une base théorique pour contester les rôles sociaux imposés et affirmer la liberté de se définir soi-même. L'influence de Sartre sur la littérature engagée est fondamentale. Il a théorisé l'idée que l'écrivain ne peut rester neutre face aux enjeux de son époque et doit utiliser sa plume comme une arme au service de la justice. Albert Camus, bien qu'ayant pris ses distances avec Sartre, a été profondément influencé par sa conception de l'engagement. Leurs débats sur l'absurde et la révolte ont enrichi la pensée existentialiste. Simone de Beauvoir a appliqué l'existentialisme à la condition féminine dans le deuxième sexe, démontrant comment les femmes sont contraintes à l'immanence alors qu'elles aspirent à la transcendance. Des auteurs contemporains, comme Milan Kundera, avec l'insoutenable légèreté de l'être, ou encore les écrivains post-coloniaux comme Frantz Fanon, ont puisé dans l'existentialisme sartrien pour explorer les questions d'identité
et de liberté. Certains concepts sartriens continuent d'irriguer la pensée contemporaine. La notion de mauvaise foi est devenue un outil d'analyse critique des comportements sociaux et politiques. L'angoisse existentielle, cette confrontation avec notre liberté absolue, reste un thème central dans la psychologie moderne et la philosophie de l'esprit. Enfin, l'idée sartrienne que l'existence précède l'essence continue d'influencer les débats contemporains sur l'identité, le genre et l'authenticité personnelle dans nos sociétés postmodernes. L'héritage de Sartre dans la pensée moderne témoigne de la vitalité de sa philosophie. Bien au-delà de l'existentialisme académique, ces idées continuent de nourrir notre réflexion sur la liberté, la responsabilité et l'engagement dans le monde contemporain. Après avoir exploré en détail les positions de Freud et de Sartre, nous arrivons à une question cruciale. Est-il possible de dépasser cette opposition apparente entre déterminisme psychique et liberté absolue? Traditionnellement, on présente Freud et Sartre comme des penseurs irréconciliables. D'un côté, le déterminisme de l'inconscient, de l'autre, la liberté absolue de la conscience. Mais cette opposition binaire est-elle vraiment nécessaire? Plusieurs penseurs contemporains suggèrent qu'une synthèse créative est non seulement possible, mais souhaitable. Une première approche consiste à reconnaître que l'être humain fonctionne sur plusieurs niveaux simultanément. Au niveau inconscient, nous subissons effectivement des influences et des conditionnements, comme le décrit Freud. Mais au niveau conscient, nous conservons une capacité de réflexion et de choix, comme l'affirme Sartre. Ces deux niveaux ne s'excluent pas mutuellement. L'essentiel est de comprendre l'interaction constante entre ces niveaux. L'inconscient influence nos choix, mais la conscience peut aussi transformer nos patterns inconscients. Une deuxième piste consiste à repenser la notion de liberté. Plutôt qu'une liberté absolue, nous pouvons concevoir une liberté conditionnée, qui reconnaît les contraintes tout en affirmant notre capacité d'action. Cette perspective reconnaît que nos choix sont influencés par notre histoire, notre inconscient, notre contexte social, mais qu'ils ne sont pas pour autant entièrement déterminés. Une troisième approche propose une intégration pratique. D'abord, reconnaître l'existence et l'influence de notre inconscient, comme nous l'enseigne Freud. Ensuite, entreprendre un travail sur soi pour analyser nos patterns inconscients, nos résistances, nos mécanismes de défense. Enfin, utiliser cette connaissance de soi pour faire des choix plus éclairés, exercer notre liberté de manière plus authentique, comme le préconise Sartre. Cette synthèse nous mène vers une anthropologie intégrative qui reconnaît l'être humain dans sa complexité. Ni pure liberté, ni pur déterminisme, mais un être capable de transformation. Cette synthèse nous invite à accepter nos conditionnements sans nous y résigner, à exercer notre liberté en connaissance de cause et à assumer notre responsabilité malgré nos limites. C'est peut-être là la voie d'une sagesse authentique. Nous arrivons maintenant aux questions pour la discussion. Ces questions ouvertes vous invitent à réfléchir de manière critique sur le débat entre Freud et Sartre et à examiner comment leurs idées s'appliquent à votre propre expérience. Première question. Êtes-vous plutôt d'accord avec la vision freudienne de l'inconscient déterminant ou avec la conception sartrienne de la liberté absolue? Cette question fondamentale vous invite à examiner vos propres convictions sur la nature humaine et à les justifier par des exemples concrets de votre expérience. Deuxième question. Comment conciliez-vous la nécessité et la liberté dans votre propre vie? Cette question pratique vous demande d'examiner votre expérience quotidienne pour identifier les moments où vous vous sentez déterminé par votre passé et ceux où vous exercez pleinement votre liberté de choix. Troisième question. Quels sont les exemples de mauvaise foi que vous observez autour de vous? Cette question vous invite à analyser concrètement comment les gens évitent leurs responsabilités en se cachant derrière des excuses ou des déterminismes et à examiner honnêtement si vous vous reconnaissez parfois dans ces attitudes. Quatrième question. Dans quelle mesure pensez-vous que vos actions sont guidées par des forces inconscientes?
Cette question vous demande d'examiner votre propre fonctionnement psychique pour identifier des comportements répétitifs ou des réactions automatiques qui pourraient échapper à votre contrôle conscient. Cinquième question. Comment définissez-vous votre responsabilité personnelle? Cette question fondamentale vous invite à réfléchir sur l'étendue de votre responsabilité pour vos actes, vos émotions et même vos pensées, ainsi que sur les éventuelles limites de cette responsabilité. Sixième et dernière question. Après avoir exploré ces deux visions de l'humain, quelle synthèse personnelle pouvez-vous élaborer? Cette question de synthèse vous invite à intégrer les apports de Freud et de Sartre dans votre propre compréhension de l'existence humaine, en développant une vision nuancée et personnelle. Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Elles ouvrent plutôt un espace de dialogue et de réflexion sur les questions fondamentales de l'existence humaine. Prenez le temps de les méditer, d'en discuter avec d'autres et de laisser ces interrogations enrichir votre propre parcours de réflexion philosophique. Nous arrivons au terme de cette exploration approfondie des pensées de Freud et de Sartre. Merci à tous les spectateurs qui nous ont accompagnés dans ce voyage intellectuel fascinant à travers deux visions fondamentalement différentes de la condition humaine. Votre participation active enrichit notre communauté de réflexion. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes intéressées par la philosophie et la psychanalyse. Vos commentaires et vos questions sont précieux pour approfondir ces discussions essentielles. Pour approfondir votre compréhension, nous vous encourageons vivement à explorer les œuvres originales de ces deux penseurs remarquables. Plongez-vous dans l'interprétation des rêves de Freud ou dans l'être et le néant de Sartre. Ces lectures vous offriront une richesse de perspectives que notre série n'a pu qu'effleurer. Au-delà de la simple connaissance académique, nous vous invitons à poursuivre cette réflexion philosophique dans votre vie quotidienne. Questionnez-vous sur vos motivations profondes, examinez vos choix avec lucidité et cultivez une conscience authentique de votre existence. En conclusion, que vous penchiez vers la vision déterministe de Freud ou vers la liberté absolue de Sartre, l'essentiel est de vivre une existence plus consciente et plus authentique. La philosophie et la psychanalyse nous offrent des outils précieux pour mieux nous comprendre et pour construire une vie plus riche de sens.